Alors, bonjour messieurs. Donc, séance du Cercle du renouvellement constitutionnel aujourd'hui consacrée au glossaire. Nous avons un terme à l'ordre du jour et ce terme, c'est capitalisme. Donc, je vais vous présenter deux définitions à l'écran. Et puis, nous, chacun, après, pourra la présenter également et, évidemment, digresser autour. Je propose, Christian, si tu veux commencer. Que je propose comme étant celle-ci. Le capitalisme est une construction juridique complexe qui rend possible un certain mode de faire valoir économique. Cette construction juridique prend la forme d'un corpus législatif dense, contrôlé par un groupe restreint installé en tant qu'État et exerçant le pouvoir politique de façon oligocratique. Les quatre éléments fondamentaux de ce corpus sont la personnalité morale, la création monétaire, le crédit porteur d'intérêt et le mode de transmission de la propriété post-mortem, dont les caractéristiques avancées peuvent évoluer, mais dont la pérennité de ces quatre piliers conditionne l'existence même du capitalisme. Voilà ma définition générique, qui bien entendu nécessite d'être largement commentée. Bon, je vais enchaîner avec ma définition qui est beaucoup plus courte que celle de Christian. Régime politique dans lequel la classe dominante est la bourgeoisie, et en particulier la haute bourgeoisie. Cette classe tire cette position sociale, économique et politique de l'accumulation du capital sous toutes ses formes, d'où le terme de capitalisme. Jean-Charles, si tu veux nous donner la définition. Alors, juste un petit préambule à ma lecture, mais très rapide. Il y a deux directions pour moi pour parler du capitalisme, soit d'en parler en termes de régime politique et de prolongement politique. Bon, ça va même plutôt ça fait partie des commentaires, enfin voilà. Ou alors de parler du capitalisme en tant que mécanisme d'organisation sociale, voilà, et en particulier focalisé sur les échanges commerciaux. Donc j'ai commencé ma définition à partir de là, mais effectivement, d'autres commentaires sur la dimension politique que prend cette organisation, enfin les conséquences sont importantes sans doute à entrer dans une définition, mais font l'objet plus de commentaires, enfin de mon point de vue. Alors je vais partir du mécanisme. Alors donc, le capitalisme, système d'organisation des échanges commerciaux, articulé d'une part autour de la propriété et d'autre part autour du travail. Le capitalisme, dans son acception commune, est caractérisé lorsque la propriété est décorrélée du travail. Voilà. Le capitalisme s'exerce autour de l'attribution d'une valeur, estimation marchande à toute chose apte à faire l'objet d'une transaction commerciale. Sa finalité n'est pas la production, mais le profit. Le capitalisme est un système dynamique et plastique dont la croissance est à la fois interne et externe. En interne, on a une concentration des actifs et en externe, une extension du domaine marchand, c'est-à-dire l'éradication du domaine non marchand, mais ça va aller dans les commentaires. Et j'ai ajouté ce matin, le libéralisme économique est considéré comme un synonyme, mais c'est là justement où il y a la charnière entre le mécanisme en lui-même, qui est le capitalisme, et la dimension politique. Et lorsqu'on parle de libéralisme économique, on va sur la dimension politique de cette organisation. Voilà. Merci. Voilà. Bon, donc Christian, si tu veux rajouter des commentaires. Alors, je veux bien effectivement
attaquer les commentaires. Voilà, alors ce que j'ai à dire sur le capitalisme. Bon, j'ai pas mal de choses à dire, hein. Bon, alors, vous me direz si c'est trop long, voilà. Bon, en préambule, le capitalisme, je considère que c'est certainement et de loin, le mot capitalisme, le terme qui revêt le plus d'acceptions différentes, hein, dans notre société actuelle, parmi tous ceux qui le prononcent. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a autant de définitions du capitalisme que d'individus qui en parlent. D'ailleurs, on vient d'avoir là, en quelques minutes, déjà un aperçu du problème qui nous est posé. Je dirais, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, s'il faut donner une définition générique du capitalisme. Donc, autant de définitions du capitalisme que de celui qui va prononcer le mot capitalisme, sans compter ceux qui en parlent, sans même se donner la peine de le définir, et qui sont probablement la majorité. Oui, un petit peu déjà l'éventail tel que moi je le vois. Alors, ça donne une idée de la vanité de la plupart des échanges contradictoires. Ça veut dire que la plupart des échanges contradictoires sont vains, échanges ou controverses sur le terme du capitalisme, dans la mesure où, je viens de dire, les différents protagonistes parlent rarement de la même chose lorsqu'ils débattent du sujet du capitalisme. Ce qui explique que, pour ma part, j'ai adopté le réflexe de demander systématiquement à mon interlocuteur, lorsque je parle du capitalisme, de définir ce qu'il entend par capitalisme, dès qu'il prononce ce mot pour la première fois, afin que on ne perde pas de précieuses minutes, voire de précieuses heures à des palabres inutiles. Alors cette habitude que j'ai prise, elle n'est pas toujours bien perçue par certains qui alors vont éventuellement s'offusquer du fait que je vais leur demander un effort qu'ils vont juger trop scolaire. Mais malgré tout, j'ai constaté qu'ils se retrouvent dans l'incapacité de formuler la moindre définition cohérente. Ils vont donner des illustrations, ils vont donner, disons, un certain nombre de caractéristiques, mais pas de définition. Alors, on revient sur un thème que nous avons déjà étudié ici, au CRC, c'est la définition du mot définition. Qu'est-ce que c'est qu'une définition? Alors, le Larousse, qu'est-ce qu'il dit si on lui demande de nous donner une définition du capitalisme? Comme très souvent, et au plus haut point concernant ce terme, il refuse de s'engager. Surtout sur un mot aussi colporté que capitalisme. On va voir, capitalisme, ça devient un adjectif aussi capitaliste, qui a des tas d'acceptions différentes. Et donc, bon, il en donne 4 versions différentes. C'est les 4 versions que tu as affichées, Luc, tout à l'heure. Il donne 4 versions différentes de la définition du capitalisme, mais sans préciser si un système donné se doit de les cumuler toutes pour être dénommé capitaliste. Ce qui est une omission, je dirais, fatale pour un dictionnaire qui prétend donner des définitions. Ou bien s'il suffit qu'on en remplisse une seule, ou plusieurs, ou 2 ou 3. Voilà. Bon. L'utilisateur, donc le choix, il peut faire son marché en toute liberté, et pourquoi pas faire une salade composée pour établir sa propre définition du capitalisme. Il faut un petit peu de la version 1, un petit peu de la version 2, etc. etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 versions? Alors, définition numéro 1 du Larousse, le capitalisme, c'est le statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. Hein, voilà, tout à l'heure, Jean-Charles nous a parlé d'une propriété déconnectée du travail. Voilà, c'est ça, c'est la définition numéro 1 du Larousse. Excuse-moi, je m'interroge sur le terme statut juridique. Ah mais non, alors on va s'interroger. Après, c'est le Larousse qui dit ça. Moi, je donne la définition du Larousse. Hein, parce que la définition du 2, c'est un système de production. Ouais. La définition 3,
c'est un système économique. Définition 4, c'est disons, une terminologie philosophique, hein, si on veut. Bon, voilà, c'est John Locke qui dit ce que c'est que le capitalisme. Alors, donc, définition 1, c'est un statut. C'est le dictionnaire Larousse, hein, voilà. Statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en soient propriétaires. Alors, le fait que tu butes, et j'en cherche le statut juridique, moi j'ai buté aussi. Hein. Je dirais que, alors, si je dois faire un commentaire sur cette définition numéro 1, alors, bon, je vais faire un commentaire sur chaque définition. On va voir si c'est trop long, enfin, on va voir. Bon. Alors, c'est une définition qui est bien connue du grand public. Mais elle est bien connue aussi pour son imprécision. Enfin, je dirais, elle est bien connue du grand public et le grand public ne se rend pas compte qu'elle est très imprécise. Parce que, en fait, il faudrait expliquer le sens exact du terme caractériser. Qu'est-ce que ça veut dire caractériser? Soit caractériser est pris dans un sens absolu. Alors, ça signifie qu'une société humaine, dans laquelle il existe des moyens de production privés, mis en œuvre par leurs propriétaires, comme par exemple la société actuelle, n'est pas une société capitaliste. Hein? Actuellement, dans notre société, il y a énormément de propriétaires qui sont, enfin, de gens qui mettent en œuvre des moyens de production et qui en sont propriétaires. Bon. Je parle de tous les artisans, n'est-ce pas, commerçants. Voilà. Deuxièmement, si caractériser est pris dans un sens partiel, ça signifie que pour jouir du statut de capitaliste, une société humaine doit avoir une certaine proportion de moyens de production privés mis en œuvre par des non-propriétaires, parallèlement à une autre proportion qui sera mise en œuvre par des propriétaires. Dans ce cas, il conviendrait, pour être bien clair, de quantifier cette proportion afin de voir clairement définir une société capitaliste et une autre qui ne serait pas. On est capitaliste à partir du moment où il y a un certain pourcentage du PIB, par exemple, qui est construit avec des moyens de production qui n'appartiennent pas aux travailleurs, à ceux qui le mettent en œuvre. Alors, compte tenu de cette incertitude, une formulation plus juste, j'ai essayé de voir comment on pourrait rendre rigoureux, sans être d'accord, mais comment on pourrait, donc je donne des conseils au Larousse, comment on pourrait être rigoureux si on part de cette idée de définition du capitalisme. À mon sens, il faudrait écrire ceci. Le capitalisme, c'est un secteur économique, hein, c'est plus un statut, donc là je rejoins Jean-Charles, c'est un secteur économique d'une société donnée, dans laquelle la production est mise en œuvre par des individus travaillant sur des outils appartenant à d'autres individus. Alors, on remarquera que cette définition ôte le statut de société au capitalisme, ôte la notion de statut capitaliste, pour le réduire à l'état d'un simple secteur d'une société, celui-ci pouvant être plus ou moins important, caractérisant ainsi une société à tendance plus ou moins capitaliste, hein, un petit peu comme un petit peu plus démocratique, un petit peu moins démocratique, voilà, ou un petit peu plus principiel, un petit peu plus procéduriel pour ce qui concerne la Constitution. Voilà, donc une société dans laquelle il y aurait, par exemple, 80% du PIB qui serait réalisé par des entreprises dont les travailleurs ne sont pas les propriétaires, serait à tendance plus capitaliste qu'une société où il y aurait 50% du chiffre d'affaires qui serait fait par des sociétés, par des entreprises en nom propre ou en nom collectif, hein, des SNC. Voilà. Alors, la définition numéro 2 du Larousse, c'est système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. Alors, c'est une définition là extrêmement large, je dirais beaucoup trop large, et qui par ailleurs me paraît contradictoire avec la première. Puisque si on imagine un système de production mis en œuvre uniquement par des individus physiques propriétaires de leur outil de production, ce système serait capitaliste au titre de cette définition numéro 2, mais non capitaliste au titre de la définition numéro 1, puisque dans ce cas d'école, les travailleurs seraient propriétaires de leur outil de production. Définition 3.
Numéro 3 du Larousse. Système économique. Alors là, c'est plus un système de production, c'est un système économique, donc c'est plus large que la production. Hein. Et il y a par exemple le secteur tertiaire là-dedans, dont les traits essentiels sont l'importance des capitaux techniques et la domination du capital financier. Bon, cette définition, pour moi, n'en est pas une, c'est pas une définition. Dans la mesure où les expressions importance des capitaux techniques et l'expression domination du capital financier ne signifient pas grand-chose, voire ne signifient rien du tout. L'importance du capital technique n'est en effet pas consubstantielle du capitalisme, mais plutôt de l'évolution technologique des modes de production. On peut concevoir une évolution technologique des modes de production qui ne soit pas capitaliste au sens de la définition de ce système économique. Sauf à considérer que le mot capitalisme désigne tout simplement une société très développée technologiquement, ce qui évidemment, vous en conviendrez, serait largement abusif. Quant au deuxième critère, nécessairement dominateur pour le capital financier, ce critère mériterait d'être précisé, sinon on pourrait considérer que tout système économique dans lequel les échanges sont fondés sur la monnaie est capitaliste, ce qui est naturellement inexact. Quatrième définition. Alors, cette quatrième définition fait appel à la philosophie marxiste, enfin, disons, aux théories marxistes. Dans la terminologie marxiste, nous dit le Larousse, le capitalisme est un régime politique, économique et social. C'est un régime politique, économique et social, donc en fait c'est un régime sociétal, dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value, grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs de moyens de production, en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, qui va, lui, à son tour, générer une nouvelle plus-value. Alors, moi je ne saurais trop conseiller au rédacteur du Larousse de relire attentivement Marx. Une autre option, plus simple, consisterait pour eux à carrément ne pas le citer, afin d'éviter de se ridiculiser, et ça leur éviterait de navrants égarements. En effet, cette quatrième définition, en forme de galimatia, ne peut pas être retenue, ne serait-ce qu'au motif qu'elle ne cite même pas la valeur travail comme unique source de la plus-value, ce qui quand même mérite un zéro pointé, même sur un exposé de baccalauréat. Donc, ne pouvant donc sérieusement nous appuyer sur une définition officielle qui émanerait d'un dictionnaire patenté, il nous faut aller fureter du côté des acceptions populaires, diverses, reprises ici et là, pour tenter d'investiguer un peu plus la signification du mot capitalisme. Et de ce point de vue, je note qu'aucun mouvement politique ou mouvement idéologique ne se risque à fonder son discours vis-à-vis du capitalisme par rapport à une définition concrète, tous préférant le désigner par une symbolique, alors une symbolique qui peut être attractive, très rarement, ou qui peut être repoussante, très souvent. Mais, dans tous les cas, une symbolique qui va être utile à leur propagande. Ainsi, par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, pêle-mêle. Le capitalisme est un état d'esprit qui habite celui qui n'a pour seul objectif dans la vie que l'accumulation financière. Ça, c'est l'option droite chrétienne. Deuxième exemple. Le capitalisme est un système qui permet en toute légalité à un individu privilégié de faire travailler d'autres individus non privilégiés en contrepartie d'une rémunération la plus faible possible. Ça, c'est l'option gauche prolétarienne. Troisième exemple. Le capitalisme est un système économique qui permet à une minorité d'individus de fabriquer des produits inutiles, mais à forte valeur ajoutée. Un système économique doublé d'un système politique qui conditionne le cerveau de l'immense majorité restante pour qu'il les achète, ces produits inutiles à forte valeur ajoutée. Ça, c'est l'option freudienne. Quatrième illustration.
Le capitalisme est un mode d'exercice du pouvoir qui conduit la collectivité vers une croissance illimitée de la production de biens. C'est l'option, vous l'avez reconnu, des objecteurs de croissance. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais simplement, pour terminer, faire un tout petit commentaire en forme d'ouverture du débat sur ma définition générique que j'ai donnée tout à l'heure et que je vais relire parce qu'elle conclut mon petit exposé. Pour moi, le capitalisme n'est rien de tout ça. Enfin, tout ça est un galimatia. Si on cherche à définir de façon générique, et si une définition n'est pas générique, c'est pas une définition. Si on n'arrive pas à définir le capitalisme de façon générique, ça veut dire qu'on ne peut pas le définir, ou qu'on n'y arrive pas. Le capitalisme est une construction juridique complexe pour rendre possible un certain mode de faire valoir économique. Bon, et après, alors, je pourrais m'arrêter là. Voilà. Bon, je complète cette définition en disant que cette construction juridique, bon, c'est un corpus législatif complet, qu'il est contrôlé par un groupe restreint. Bon, donc capitalisme va avec oligocratie, et que les 4 éléments fondamentaux qui permettent ce mode de faire valoir économique, c'est la personnalité morale, la création monétaire, le crédit porteur d'intérêt, le mode de transmission de la propriété post-mortem, donc le faire valoir économique. Et si on touche à l'un de ces 4 piliers, il n'y a plus de capitalisme. Voilà. Et je terminerai en disant que cette définition me paraît très intéressante à confronter avec quelque chose dont a parlé tout à l'heure Jean-Charles, c'est-à-dire le libéralisme. Voilà. Parce que la question est de savoir si libéralisme et capitalisme c'est presque synonyme, et pour moi ça n'est pas du tout synonyme, mais bon, c'est un autre débat éventuellement que nous aurons. Si le mot libéralisme est répertorié dans les mots que nous avons étudiés, il me semble que oui. Et ce débat que je souhaite, on pourrait l'intituler « Peut-on être libéral et anticapitaliste ?» Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Bon, j'ai rajouté effectivement, je m'étais fourvoyé dans ma présentation initiale, que les 4 définitions, je pensais que c'était tes 4 définitions, mais non, c'était celle du Larousse. Donc, j'ai rajouté, j'ai donc présenté ta définition globale et je l'ai présentée à l'écran juste avant, au moment où tu la lisais. Ah, merci. Donc, ça sera dans en fonction de ce que tu enregistres de ton côté, ça sera aussi répliqué. Donc, moi, dans mon enregistrement, ça le sera. On a besoin. Petit point technique. Bon, moi, je vais, comme à mon accoutumé dans le glossaire, je ne vais pas m'étendre longtemps. Capitalisme, bon, je dirais que ma définition est proche de celle des marxistes en définitive. Pas tout à fait un hasard. Avec une question clé en définitive, c'est qui exerce le pouvoir. Et à cette question qui exerce le pouvoir, c'est dans un régime capitaliste, c'est la bourgeoisie. C'est ce qui distingue de tous les autres régimes. Et la question sous-jacente à cela, c'est qu'est-ce qui permet d'exercer ce pouvoir? Je renvoie la vidéo sur les vidéos qu'on a faites au CRC sur le pouvoir, justement. Mais ce qui le permet, c'est l'accumulation du capital. C'est-à-dire et donc l'enrichissement des capitalistes jusqu'à devenir des grands capitalistes qui donnent cette position si importante à la haute bourgeoisie. Voilà ce qui distingue par exemple des régimes monarchistes où c'était une aristocratie qui était au pouvoir. Et ce qui lui permettait d'y accéder, c'était la violence brutale, militaire. C'est le cœur. Après, tous les pouvoirs périphériques, juridiques, etc., tout ça, c'est périphérique, religieux, etc. Capitalisme. Voilà pour moi.
Et c'est tout. Jean-Charles. J'apprécie, enfin j'ai l'impression que Christian et moi, on travaille un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on rentre, on explore un certain nombre de définitions. Le mot exploration est important parce qu'on essaye de mettre les éléments les uns à côté des autres, les uns sur les autres, on essaye de les hiérarchiser, de voir à quel point telle notion ou telle conclusion, enfin, telle notion en implique une autre, quelles sont les conséquences de tel et tel constat, et au fur et à mesure, on parvient à construire quelque chose tout en se gardant de laisser une imprécision, une incohérence derrière notre raisonnement. Et on chemine, enfin voilà, en tout cas c'est comme ça que je fais, je ne sais pas si Christian est d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Effectivement, moi je pense que le capitalisme, au départ, il s'agit avant tout de parler d'échanges commerciaux. Donc, c'est partir de ce qui peut se passer dans une société originelle, bon, qui n'existe pas, on le sait, mais enfin, voilà. Et on part d'échanges commerciaux, de cette nécessité qu'ont constaté les hommes à devoir échanger, et la façon dont ces échanges commerciaux se sont organisés pour arriver soit à des choses tout à fait convenables et estimables, soit à des espèces de monstruosités, et on a toute la palette entre des échanges commerciaux équilibrés, si quand bien même on peut l'envisager, et à des choses qui confinent à la critique la plus exacerbée de ce qui apparemment est le capitalisme dans l'esprit de pas mal de personnes. Donc voilà, pour moi, c'est la façon dont j'essaye de cheminer, c'est de partir donc de cette nécessité, en tout cas de ce constat obligé de voir que des échanges commerciaux se font, et à partir de quel endroit on peut se dire, ben voilà, il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et donc c'est de là qu'on peut constater que effectivement il y a là où ça commence à moins bien aller, c'est lorsqu'il y a une décorrélation entre la propriété des moyens de production et le travail. C'est-à-dire que lorsqu'on peut imaginer que les échanges commerciaux puissent être équilibrés, ou en tout cas justes, on va dire, entre, si quand bien même, donc le travailleur, voilà, Christian a cité les artisans, les commerçants, etc., ont la rémunération, en tout cas le retour sur investissement de leurs efforts, c'est-à-dire leur travail, par rapport à la façon dont ils monnaient ce travail et la production. Donc là, on peut imaginer on peut concevoir que ces échanges commerciaux sont équilibrés, tolérables et qu'ils font partie des choses de la vie. Mais ensuite vient s'instaurer un hiatus total entre le travail et la valeur que certains peuvent en tirer, et surtout le travail des autres et la valeur qu'ils peuvent en tirer pour eux qui travaillent pas ou moins. Voilà, tout simplement parce qu'ils se sont rendus propriétaires d'un certain nombre d'éléments, d'actifs qui leur permettent de monnayer avec un moindre travail, mais avec beaucoup plus de profit, la valeur de ce qui est produit. Donc voilà, c'est à partir de là que j'essaye d'engranger un certain nombre d'informations et de constats. Donc ça, c'est la façon dont on peut réfléchir. Ensuite, on ne peut pas parler du capitalisme ou même des échanges commerciaux, pour repartir du point de départ, sans parler d'estimation marchande, de l'argent, de la monnaie, et ensuite de la concurrence et de tous ces éléments qui font, au-delà du mécanisme simple que je viens originel, on va dire, que je viens de décrire, viennent s'ajouter une complexification du système qui à partir de là, s'en viennent un certain nombre
d'incohérence, pas d'incohérence, mais enfin d'injustice ou de déséquilibre qui font que le capitalisme peut devenir quelque chose de monstrueux. Tout ça pour dire que il me paraît bizarre, Luc, que tu sois à juste affirmer que ben voilà le capitalisme c'est je sais plus, je l'ai pas devant les yeux, mais c'est un système politique dominé par la bourgeoisie. Il manque toute la construction pour arriver à cette affirmation. Donc, dans un travail de glossaire, on essaye quand même d'édifier quelque chose de cohérent et qui montre la façon dont on arrive à ces conclusions. Et dans ta définition, je ne vois pas de construction. C'est juste une affirmation qui n'est pas argumentée et pas construite. Donc, voilà, je m'interroge sur la méthode. Voilà. Ensuite, bon, tu reviendras là-dessus. Ensuite, vient un commentaire sur le fait que, alors je lis juste ce que j'ai écrit pour introduire ce que je vais dire, ce qui existe au-delà et en dehors de la transaction financière et de la perspective de profit n'est que variable d'ajustement, c'est-à-dire la dimension sociale, la famille, le salaire, l'affect, la religion, la culture, tout ça, les divertissements. Tout ça relève du non-marchand ou partiellement du non-marchand, et ce non-marchand est toléré ou pris en compte seulement pour donner le change, pour faire en sorte que le non-marchand est une espèce d'huile dans les rouages qui vient juste qui est juste dosée, mais pour l'intérêt unique du système capitaliste et du profit. De cette façon, on peut considérer que le capitalisme est une espèce de pieuvre qui, simplement parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est le profit, tolère à côté de lui un certain nombre de choses qu'il utilise ou qu'il rejette suivant le contexte et suivant la chose dont on parle. Ensuite, et dernier commentaire, c'est le fait que qu'on assiste actuellement on a l'impression qu'on assiste actuellement à une fin de partie de jeu de Monopoly. C'est-à-dire quelqu'un a gagné, mais pour continuer à jouer, va redistribuer soit des actifs, soit de l'argent aux joueurs autour de la table. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Oui ? J'entends quelque chose? Non, j'ai plus l'écran devant les yeux. Oui. Alors, donc les... On a eu un bruit, effectivement, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah bon, d'accord, ok. Donc, je voulais juste indiquer qu'actuellement, nous arrivons au bout de quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, les monopoles capitalistes sont tellement installés, tellement énormes, qu'ils doivent, ces monopoles, rendre artificiels des gains. Voilà, c'est-à-dire ils instaurent, c'est-à-dire qu'on est sorti de la production. Je rappelle que l'intérêt du capitalisme, c'est le profit, ce n'est pas la production. Produire, ils s'en foutent. L'important, c'est de gagner de l'argent. Donc, ils en sont arrivés à la financiarisation des marchés, création de produits financiers dérivés, les subprimes, les CDS, les quantitative easing, la planche à billets. On assiste à une espèce de Ponzi planétaire. Et ensuite, ils inventent des marchés factices. Là, on parlait de produits inutiles dans la version freudienne désignée par Christian. Donc, ils inventent des marchés factices comme le marché carbone, le marché des maladies, le marché de l'intime avec les transitions de genre, le transhumanisme, les GPA, etc. Le marché de l'armement, c'est-à-dire qu'ils créent des guerres. Ils créent aussi le marché des pénuries organisées, marché des communs. Alors, c'est-à-dire qu'ils prennent, et là, c'est la discussion sur l'ulibéralisme, l'ultralibéralisme et le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'ils prennent le pas sur les États et la privatisation des services publics, le marché du contrôle, ordre policier, etc., et le marché de l'information, etc. Donc, si bien qu'on arrive à une espèce de problématique qui est d'inventer des choses inutiles, des marchés pour continuer à faire du profit sur des choses qui quasiment n'existent plus. Par exemple, les marchés dérivés, c'est simplement
une assurance qui est en l'air, posée d'une façon virtuelle quelque part. Donc, on arrive à un problème, c'est la mathématique capitaliste, puisque je reviens quand même au fait que c'est quand même une organisation concrète. Et cette mathématique capitaliste, elle fait face à une équation actuellement, c'est-à-dire qu'il y a inflation contre la hausse d'intérêt, c'est-à-dire que c'est une tenaille qui est en train de s'instaurer. Et lorsque l'inflation appauvrit les consommateurs, on voit qu'il y a une perte de contrôle des coûts de financement de la machine à profit, et sans consommateur, le système s'effondre. Si bien que c'est toujours très important, et on voit, et avec cette conclusion, qu'on n'a pas parlé des consommateurs dans ces définitions. Et je pense que le débat n'est pas terminé à cause de ça, et même mon exposé n'est pas terminé à cause de ça, puisqu'on a parlé de propriétaires des instruments de production. On voit que ces propriétaires passent au virtuel en faisant des profits à partir de rien et à partir de bulles financières, mais ça c'est encore un autre problème. Et on a parlé donc des propriétaires et des travailleurs, mais on n'a pas parlé des consommateurs. C'est-à-dire que c'est un triangle dont il faudrait parler et intégrer dans la définition du capitaliste. Et là, je m'arrête sur ma conclusion, enfin, à cet endroit-là, parce qu'il faudrait parfaire peut-être nos définitions en parlant aussi de la notion de consommateur. Je m'arrête là pour l'instant. Tu voulais intervenir, Christian? Est-ce que tu permets que je réponde juste à Jean-Charles? Ça va être très court, puisqu'il me dit, il s'interroge sur ma méthode. J'ai eu l'occasion de dire, mais ça tombe bien, ça permet de le repréciser. Pour moi, le glossaire, c'est un travail de glossaire, on n'est pas dans un débat ouvert. Hein, donc, le glossaire, le but, c'est de se comprendre et de donner la définition la plus ramassée possible, la plus simple et la plus claire possible, la plus principielle possible, si on peut dire, de l'acception que l'on met derrière tel mot, pour qu'on puisse se comprendre et que les gens puissent nous comprendre. Voilà ma vision du glossaire, puisque nous avions constaté au début de ces travaux sur le glossaire qu'il était impossible de converger, et au moins on sait quand telle personne emploie tel mot, ce qu'elle met derrière, et donc en contrepartie, c'est-à-dire que l'argumentation qui va derrière, c'est pas le lieu d'argumenter, c'est le lieu de dire, d'avoir une argumentation également la plus ramassée possible et la plus essentielle aussi. Voilà ma démarche. Oui, alors, mon micro est ouvert. Je réponds tout de suite à ce que je viens d'entendre. Effectivement, notre travail ici au glossaire, c'est pas de débattre ou de faire un procès du capitalisme ou de faire un procès de la société, c'est très intéressant, mais il me semble que c'est pas l'objectif. L'objectif est de faire de la sémantique, je dirais même de la sémiologie plutôt, hein, l'étude des signes. Et donc, le débat, me semble-t-il aujourd'hui, c'est le capitalisme. Qu'est-ce que c'est? Pas dire c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on emploie le mot capitalisme? Qu'est-ce que c'est? Et alors, je reviens sur la critique que Jean-Charles fait à Luc. Donc, j'essaie de vous mettre tous les deux d'accord. Luc fait de la sémiologie, il fait une définition. La critique que fait Jean-Charles, il dit ta définition n'est pas assez argumentée. Oui, je pense qu'une définition, il faut l'argumenter. C'est qu'il ne s'agit pas, il y a une différence, me semble-t-il, entre argumenter une définition, c'est-à-dire, voilà, je définis cela de cette façon pour telle et telle raison, et les raisons qu'on va donner sont des raisons claires, précises, cohérentes, etc. Il y a une différence entre faire ça et puis débattre du concept du capitalisme. Donc, je dirais de mon point de vue que Luc a donné une définition du capitalisme, hein, mais je pense qu'effectivement, qu'il ne l'a pas assez argumenté. Alors, pour ce qui concerne le fait de ne pas s'écarter de notre travail sémiologique, il est important quand même, je crois qu'il
il y a un juste milieu entre la position de Luc qui est de dire on donne une définition et puis voilà, et puis celle de Jean-Charles qui dit ben, on va parler du concept. Non, il faut essayer de voir dans notre société actuelle hein, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit capitalisme. Et moi j'arrive petit à petit, j'arrive à la conclusion en écoutant les gens et en vous écoutant aussi aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas donner une définition au capitalisme. On ne peut pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner une définition au capitalisme et donc d'étudier au travers, non pas des âges, parce que ça fait pas des millénaires qu'on emploie le mot capitalisme, mais disons depuis 2 siècles, hein, comment est-ce que ce mot d'abord est arrivé, qu'est-ce qu'il a commencé par signifier, et qu'est-ce qui s'est mis à signifier, à partir de quel moment certains groupes ont fait une OPA sur le mot pour lui faire signifier quelque chose ou pour servir de repoussoir par rapport à autre chose. Bon, c'est toute cette activité du mot capitalisme, le rôle de l'activité sémiologique du capitalisme dans le discours actuel. Voilà. Et je pense que c'est d'autant plus difficile et impossible de donner une définition générique du capitalisme. Par contre, ça me paraît extrêmement intéressant et il y a beaucoup de choses à dire sur l'exploitation, sur l'utilisation de ce mot à des fins les uns et les autres. Alors, j'ai amorcé un petit peu, c'est là quand j'ai présenté sous forme un petit peu humoristique hein, les 4 illustrations, le capitalisme vu par les curés, le capitalisme vu par l'ultra-gauche, le capitalisme vu par les psychanalystes. Voilà, parce que je pense que aujourd'hui, ce mot est un mot qui est utilisé à des fins extrêmement diverses et variées, et c'est à ce niveau-là qu'il est intéressant. Plus au niveau de ce qui signifie vraiment la bourgeoisie, tout ça, à mon avis, il a été vidé totalement je dirais, de tout sens, hein, au sens des 4 définitions que Larousse essaie de donner, au sens de la définition que Luc a donnée, au sens même de la mienne. Il est vidé de tout ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est aujourd'hui quel postiche il représente, hein, quelle perruque c'est le capitalisme dans le cas de tel ou tel discours. Et là, c'est un travail énorme. Je pense qu'il y a un livre à écrire sur... il y avait qui s'appelait De quoi Sarkozy est-il le nom, je crois comme ça. On pourrait écrire De quoi le capitalisme est-il le nom, hein, en quelque sorte. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, juste une petite illustration de ce que tu viens de dire, j'ai dans ma bibliothèque, j'aurais dû le ressortir justement à cette occasion, le Larousse historique de la langue française, dirigé par Jean Ray, aux éditions Robert. Et on voit que, et donc le travail de d'ailleurs c'est pas le Larousse, c'est le Robert, c'est comment dire, ce dictionnaire, voilà, prend chaque mot et donne les définitions au cours des âges. Oui, oui. Et comment les sens, voilà, l'illustration que j'en ai, c'est par exemple le mot bureau. Le bureau, en fait, c'est la table sur laquelle on payait les gens dans les monastères. Et il y avait une toile de bure sur la table. Et au fur et à mesure, le bureau est devenu donc un groupe de personnes dans une pièce qui ont un rôle, voilà. Et puis c'est la pièce elle-même et c'est le meuble, etc., etc. C'est ça, la dérive des mots. Et j'irai voir. Je suis désolé, je l'ai pas fait pour ce glossaire et ce mot-là. J'irai voir ce qu'en dit dans ce dictionnaire, dit ce dictionnaire sur le mot capitaliste, et ça serait peut-être intéressant, mais c'est exactement ce que tu décrivais, Christian. Je crois que c'est Alain Ray. Hein. Alain Ray, ouais. Oui, Jean Ray, c'est l'auteur de Malpertuis et d'autres livres. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais ajouter juste une chose. Au-delà de ce que je viens de dire, le capitalisme considéré comme un mot obus aujourd'hui, un mot qu'on va utiliser, bon, il y a quand même un clivage ou deux visions du capitalisme globalisantes
qui me paraissent très différentes les unes des autres et sur lesquelles, non pas il faudrait s'entendre, mais bien voir qui se dégage quand même en termes de ligne de force deux grandes options qui sont les suivantes. Il y a tout à l'heure quand tu as demandé à Jean-Charles, tu as demandé à Luc de préciser, d'argumenter sa division, Luc a dit le capitalisme c'est un système politique où c'est la bourgeoisie qui gouverne. Bon. Quel est le moyen d'exercer quel est le moyen par lequel il exerce ce pouvoir? Et il a dit l'accumulation du capital. Non. Quelle est l'origine de l'origine? C'est pas le moyen, c'est l'origine. L'origine. Pas du tout pareil. Le déclencheur. Le déclencheur, c'est à partir du moment où on a accumulé du capital, on a fait du capitalisme. Alors, j'ai eu l'occasion, il y a plusieurs, alors peut-être pas au sein du CRC, moi c'est du CDRS, de parler de M. Brian Hayden, qui, à partir du néolithique, avait identifié les premiers instants où les hommes ont commencé à stocker. Parce que avant le néolithique, le chasseur-cueilleur, eh bien, il allait chaque jour chercher sa nourriture. Il y avait des petits stockages techniques pour pouvoir... Mais la notion de stockage pour pouvoir ensuite revendre, et j'ai pris l'illustration, j'ai fait cette image avec le lion, un roi des animaux, qui mangeait sa proie, avec tous les autres autour qui regardaient que personne n'osait intervenir, et puis quand le lion avait terminé, il s'en allait. Bon, et puis, loi de la nature, les vautours, les autres venaient manger les restes. Et puis, un jour, le lion est devenu capitaliste. Il est resté devant disons là, le zébu qu'il avait commencé à manger. Il a mis un guichet et il a fait payer ceux qui voulaient manger les restes. Voilà. Et puis après, il a agrémenté, il a encore amélioré son truc, il ne l'a même pas bouffé, il l'a tué, il a mis un guichet, il a dit je l'ai tué, non, ceux qui veulent manger, ils payent. Bon. Et donc, on peut, effectivement, il y a, alors je dirais les historiens du capitaliste qui vont nous dire le capitalisme commence avec le stockage. Avec le stockage. À partir de l'homme a commencé à stocker, le chef du village, enfin le chef devient chef parce qu'il a un stock de blé, et il peut vendre ce stock de blé, et le capitalisme commence comme ça. Donc là, c'est un courant d'explication du capitalisme que je trouve extrêmement intéressant, auquel je ne souscris pas. Pour moi, ça définit le besoin, disons, de domination, de chefferie, mais pas le capitalisme, à mon avis. Hein. Je fais partie plutôt de la deuxième école, peut-être plus marxiste, je ne sais pas, à voir. C'est que le capitalisme démarre vraiment, et pas avant, le début de la société industrielle, à partir du moment où on a mis en œuvre un certain nombre d'inventions nées du siècle des Lumières pour amorcer ce projet grandiose qui était d'exploiter de façon illimitée les ressources naturelles finies de la planète. Et on s'est donné pour ça un arsenal juridique qui a permis de le faire de façon la plus rapide, la plus efficace possible, la personnalité morale, le crédit porteur d'intérêt, etc., etc. Donc il y a vraiment deux explications de la genèse historique du capitalisme, et ça me semble intéressant. En fait, c'est quelque chose que je n'invente pas là en le disant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre d'historiens du capitalisme, et cette question, le capitalisme démarre avec le néolithique, ou bien le capitalisme non démarre avec la société industrielle, me paraît extrêmement intéressant. Bon, excusez-moi, j'ai levé la main, baissé la main, mais en fait, juste pour dire que j'étais d'accord avec ce que disait Christian. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Oui, ça recoupe un petit peu la tentative de présentation sur les échanges commerciaux, la base, la genèse de l'échange commercial et comment ils ont évolué. Et effectivement, soit on peut partir de l'origine néolithique dont tu parles, ou alors essayer de voir à quel endroit
les choses sont devenues critiques. Effectivement, les échanges commerciaux, disons, étaient à quel moment ils ont cessé d'être équilibrés, c'est-à-dire en relation, enfin pour moi, ma version, enfin ça recoupe un petit peu les deux moments, quoi. C'est la version, l'endroit où un échange commercial a été déséquilibré par rapport au travail qui a été rendu et au retour sur investissement, au retour sur travail de celui qui a fait le travail. Est-ce que celui qui a fait le travail a bien hérité de son dû? Et voilà. Et pour moi, c'est le capitalisme, c'est ce déséquilibre, c'est à partir de ce déséquilibre qu'il émerge, à partir de ce moment-là, qu'on peut en parler. Est-ce qu'il est aux endroits que tu viens de désigner, Christian? Je ne sais pas, je n'ai pas exploré suffisamment, mais pour moi, c'est la façon que c'est ma conception. Voilà. Bon, du coup, je réintéresse. Non, je ne pense pas que ça soit à ce moment-là. La notion de surtravail, elle existe depuis très longtemps. Hein. Donc, oui, elle est même nécessaire. Elle est nécessaire à notre nature de mammifère, même. La notion de surtravail. Surtravail, c'est travailler, c'est produire plus que ce qui est nécessaire pour notre subsistance immédiate. Donc, ce surtravail, c'est très ancien et ça s'est accumulé, démultiplié avec le néolithique. Effectivement, donc après, il y a le stockage qui apparaît. Là, c'est le début du capital. On peut parler qu'il y a du capital sous une forme matérielle, parfois, hein, qui va arriver. Donc, c'est le stockage, effectivement, dont parle Christian. La bascule, bon, il parle de la révolution industrielle, facilitée et accélérée par cette prise du pouvoir, justement, des détenteurs du grand capital, du capital les plus importants, évidemment, on comprend immédiatement, ou la question clé du pouvoir. Mais en régime monarchique, il y a déjà des échanges commerciaux, etc., etc. Tout ça existe déjà. Et ça fonctionne de façon assez différente. Par exemple, moi, puisqu'on est aux digressions, j'avais visité le palais de Knossos en Crète, et qu'est-ce qui se passait? Le roi Héraclion, je crois, tout le monde amenait sa récolte au palais royal. Il y avait des grands stockages à ce niveau-là et tout ça. D'ailleurs, on retrouve la même chose à Amboise, près de chez moi, là, aujourd'hui, quand le palais, le château royal de François Ier était à Amboise. Il y a des grands silos également pour stocker le grain, etc. Et c'était après redistribué aux paysans, peut-être éventuellement vendus, peut-être en Grèce, etc., etc. On voit bien que ces échanges commerciaux, et ils étaient en fait, alors bon, on pourrait faire une étude sociologique, mais globalement, on avait des échanges commerciaux, mais qui n'étaient pas de nature capitaliste, parce qu'il n'y avait pas forcément propriété privée, mais la propriété était accaparée, je dirais, par l'aristocratie. Oui, juste avant que Christian prenne la parole, avant que Christian prenne la parole, je ne parlais pas de surtravail, je parle de décorrélation entre le travail, et d'ailleurs le travail peut représenter un surtravail, peut donner lieu à un surtravail, mais à partir du moment où ce surtravail n'est plus rémunéré à la hauteur de l'investissement du travailleur, c'est là que je désigne que je prononce l'avènement du capitalisme dans ma conception. Je ne parle pas de surtravail. Le travail ou le surtravail, la production, elle est ce qu'elle est, elle sera ce qu'elle devra être, mais l'important, c'est la décorrélation entre le travail et le dû du travail. Voilà. Dans mon illustration que je parlais des rois, si tu veux, tu as déjà surtravail, puisque par exemple, la Crète va vendre son grain à Athènes, par exemple. Donc, tu vois, il y a déjà surtravail. Et pourtant, le système est monarchique. Tu n'es pas dans le capitalisme. Je voudrais revenir sur le paramètre échange. Tout à l'heure, j'ai dit le capitalisme, soit on le fait partir à partir des premiers stockages, et là, on démarre au néolithique, soit on le fait partir à partir du début de la civilisation de la société industrielle, c'est-à-dire 1850. Bon.
Et puis, Jean-Charles nous parle il est revenu dessus à plusieurs reprises, des échanges. Il a même dit le capitalisme émerge au moment où les échanges deviennent déséquilibrés. Entre le travail et la valeur par laquelle il est compensé. Restons sur ce que tu as dit en premier sur les échanges, parce que déjà au départ, tu avais parlé d'échanges. Hein, j'ai noté ici les échanges autour de la propriété, les échanges. Bon. Les échanges, de mon point de vue, ne déterminent pas le capitalisme. Et premier point, je vais m'en expliquer. Et deuxième point, les échanges deviennent déséquilibrés. Mais les échanges ont toujours été plus ou moins déséquilibrés. À partir du néolithique. Hein. Bon, on ne sait pas si, avant le néolithique, pendant les sociétés primitives, chasseurs-pêcheurs-cueilleurs, il y avait des échanges entre les... Bon, on n'a pas trop d'éléments là-dessus. Tout porte à croire que c'était relativement équilibré. Il y a eu des échanges qui ont commencé à être déséquilibrés à partir du moment où on a eu du stockage. Pourquoi? Parce que le stockage permet de spéculer. C'est-à-dire que, une poire, ça vaut une pomme, parce qu'on a le besoin en même temps. Bon, à partir du moment où il y a un stockage sur quelque chose qui est manquant, il y a une volonté, il y a une prévision de quelque chose qui va être nécessaire, il va y avoir une demande. Voilà. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'échange déséquilibré, il est lié au stockage. Si on ne stocke pas, il n'y a jamais d'échange déséquilibré. Voilà, c'est cette espèce d'automaticité et donc de l'échange. Voilà. Et puis, la deuxième caractéristique une caractérisation du capitalisme dans lequel il n'y a pas la notion d'échange, c'est que le capitalisme, il est caractérisé par la production, pas par l'échange. L'échange déséquilibré, c'est, je dirais, les sociétés féodales ou les chefferies où il y en a quoi un peu plus et c'est déséquilibré. Et ça devient capitaliste à partir du moment où, parce que ce qui est stocké, c'est produit. Ça devient capitaliste à partir du moment où on produit d'une façon industrielle et effectivement là il y a un démembrement de la propriété. Donc je veux dire simplement que cette notion d'échange, le commerce, finalement, le commerce n'est pas générateur du capitalisme. Le capitalisme, c'est l'industrie. À partir du moment où l'industrie, l'artisanat devient industrie, c'est là que le capitalisme, au sens du mode de faire valoir spécifique, à mon avis, prend son habit définitif. Alors, on assiste là à 1 heure d'émission. Bon. Oui. On assiste là quand même. Voilà, tu termines Jean-Charles et puis on assiste là justement à un de ces glissements dont on parlait, sémantique dont on parlait tout à l'heure, puisque là tu viens de dire que le capitalisme c'était la production, enfin qu'il y avait à la clé la production. Mais dans ma définition, et je tiens quand même à ce passage-là dans ma définition, c'est que le capitalisme, le but n'est pas la production, c'est le profit. Et c'est là que il y a encore un glissement sémantique, c'est-à-dire qu'on peut parler d'échanges commerciaux déséquilibrés qui induit peut-être une notion de capitalisation, etc. Mais on ne peut pas mener le raisonnement de façon complète en s'adossant uniquement sur la nécessité ou l'ordre établi par l'exigence ou le but de production. Mais le capitalisme prend son essor, enfin en tout cas son visage actuel, communément désigné, à travers son intérêt non plus pour la production, et j'ai parlé des subprimes et des produits dérivés, etc., mais du profit. Voilà, c'est encore une notion. Et encore une fois, on n'a pas parlé du consommateur dans toute cette histoire. Mais enfin voilà, comme quoi le débat n'est pas terminé. Merci beaucoup, monsieur. Bon, capitalisme,
profit ou accumulation du capital. Moi, je pense que c'est plutôt accumulation du capital que profit. Mais l'émission est déjà bien longue, nous en resterons là. Merci, messieurs. Hop, voilà. Ah bon, on a dit des choses intéressantes. Profit, parce que profit, c'est pas forcément le profit.